Au moment de monter en voiture, je fus averti qu'un conseil tenu au pavillon de fleurs avait donné contre moi des ordres semblables à ceux qu'avait reçus en 1814 Monsieur de Mevreuil contre la reine de Westphalie, et des gardes du corps étant déjà partis en avant et qui ne fallait rien porter depuis cieux. Frappé de la similitude de ces autres, dont je connaissais tout le contenu, ainsi que je l'ai reporté plus haut, je devais framer un peu ce qui j'avais de plus cher. Mais que décider? Faire partir mes enfants séparément, présents, qui étaient revenus près de moi, c'était les exposer à être suivis, enlevés sans conserver la chance, ce qui m'offrait la protection de l'officier autrichien. C'était donc encore auprès de leur mère qu'ils étaient les rois menacés. Le besoin de les sauver, la nécessité de n'avoir plus de recul, comme moi seul, avait exalté mes facultés et rendu au moins état inexplicable. On ne m'aurait cru plus près de la gaieté que de l'effroi, de l'indifférence que de l'émotion. Mon esprit était tout. Je vais imposer silence à mon cœur qui, peut-être, m'aurait fait tomber dans quelques-unes de ces faiblesses si fatales au moment du danger et du malheur. Toutes les personnes de ma maison étaient réunies pour me faire leur adieu. Je les reçus avec l'apparence du calme, comme si j'avais dû revenir le lendemain. Je sais qu'ils sont étonnés, mais je redoutais de me tentir. Et je m'empressais de monter en voiture avec mes enfants, m'abandonnant avec courage aux événements qui fusant. En traversant les boulevards, j'ai remarqué des distances en distance des hommes à cheval. Je suis depuis et c'est le gouverneur prussien qui a commandé Paris, qu'il a dit à M. Davos que c'était pour ma sûreté. Mais rien ne troubla mon passage. La première nuit, j'ai couché à Bercy chez Madame de Nicolay, qui était venue m'offrir sa maison, et le lendemain, je me trouvais tout à coup au milieu des troupes ennemies. Voiture changée à des chevaux avec la Miane. Madame, me dit en anglais, sans savoir qui j'étais. Je viens d'être arrêtée pour un régiment français de cœur franc. Ils m'ont volé. Vous avez tout à craindre. Ce ne sont pas des Français, monsieur, repris-je vivement. Cela n'est pas possible. À ce discours, les décans, qui étaient dans le second voiture avec M. de Marmont, vint me proposer de faire acheter des pistolets, de montrer sur le siège de ma voiture. Il me représentait le danger que je pourrais courir au milieu de tous ces cœurs indisciplinés. Si ce sont des Français, je ne saurais les craindre, lui répondis-je. L'idée de voir se battre devant moi me faisait frémir et me paraissait 1000 fois plus à redouter que l'aspect de quelques cœurs en déroute que mon homme seul devait suffire pour rappeler à de nobles sentiments. Aussi, sans en prévenir les deux grands, je donnai l'ordre à mon valet de chambre qui courait auprès de ma voiture de la faire partir seule de la poste, desquelles serait attelée sans attendre la seconde, dans laquelle se trouvait un officier autrichien, M. de Marmont. J'allais donc en avant, seul et sans escorte, avec mes deux enfants. Je préférais ne voir pas avec moi l'officier étranger au passage qui m'était désigné, mais heureusement il ne s'y trouva que quelques soldats malheureux auxquels je fis donner de l'argent et je pris à la poste que ce cordon en faisait un épouvantail. Elle les rejoindre l'armée de la loi et qui rencontrant en anglais, il avait déclaré de bonne prise, mais s'était contenté de lui imposer une rançon de 50 louis pour faire boire le régiment. Les paysans qui me raconteront le fait applaudissaient tout ça, ce qu'ils appelaient une ruse de guerre contre l'ennemi, et ils en riaient
beaucoup. Le troisième jour, comme il est entré à Dijon, un cavalier placé sur la route et le pistolet en juve interité ma voiture. C'était une vedette autrichienne. Les décons s'y firent connaître et nous passâmes. En montant l'escalier de l'auberge de Dijon, j'entendis une femme qui entre-ouvrait une porte dit « La voilà ». J'y fis peu d'attention. Les décans, Monsieur le comte Édouard de Vonin, me présenta. Le capitaine commandant les avant-postes autrichiens, celui-ci m'offrit une carte que j'ai refusée, ne voulant aucune marque d'honneur. Monsieur de Vonin était sorti peu, les voiles vides. J'ai causé avec ce capitaine autrichien lorsque 3 officiers français entreront dans mon salon. Pâle et tout ému d'une mission, sans doute bien importante à leurs yeux et bien dangereuse à remplir. C'est d'arrêter une femme et 2 enfants. Madame, diront-ils, nous avons ordre de ne pas vous laisser sortir d'ici. Eh bien, monsieur, je resterai. Le dis-je avec beaucoup de sang-froid. Qui commande donc ici? S'écria l'officier autrichien. C'est moi et madame maîtresse de partir quand elle voudra. À ces temps de maître qui n'avaient que trop le droit de prendre, ils se retireront et chercheront à former un attroupement autour de la maison. Mon courage, il est presque m'abandonné. Comment? Des étrangers se déclareront, mes soutiens défoncer mes ennemis. Pour le plaisir de me persécuter, ils veulent se faire humilier à mes yeux, se faire rappeler qu'ils n'étaient que des vaincus. Je fus bientôt tiré de cette impression pénible par les cris de « Vive le roi !» poussés sous ma fenêtre. C'étaient des vieillards, des enfants et beaucoup de femmes de la société de Dijon. Monsieur de Vonin, à son retour, fit disperser ce rassemblement par quelques Autrichiens, quoique je les priasse de non rien faire, lui disant « Il m'est égal d'entendre ces cris. Cette fois du moins, on ne dira pas que je les ai payés. Je dois dire au reste que le peuple semblait plein d'intérêt pour moi et voyait en pitié le fureur de mes ennemis. »